2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans dans ce nouvel épisode où j'accueille Marc aujourd'hui. Marc, c'est un instructeur dans l'académie Swiss Breathwork qui nous a accompagnés. Je t'ai rencontré une fois lors d'un séminaire en présentiel et ton parcours m'avait vraiment percuté. C'est incroyable tout ce que tu as déjà pu faire dans ta vie. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter par toi-même, Marc, comme ça, les gens apprendront à te connaître avec tes mots, si ça te va. Eh ben, bonjour à tous. Oui, j'ai eu ce plaisir de pouvoir accompagner le groupe au mois de février cette année dans votre introduction sur le breathwork, dont je suis devenu praticien. Et je dirais, je suis devenu comment dire, praticien du breathwork parce que j'avais envie d'approfondir mon intimité avec le souffle, non pas juste avec la respiration. Heu, Mhm. il y a une différence un petit peu, comment je dirais, de qualité quand on parle de respiration ou de souffle. Le souffle, pour moi, est beaucoup plus relié à la vie. Respirer, c'est une fonction, aussi vitale. Quand on parle de souffle, il y a aussi quelque chose de sacré, de métaphysique, et j'ai eu beaucoup de plaisir de faire ta connaissance à ce moment-là. Maintenant, le chemin qui m'a amené à être ou à devenir ou à pratiquer le breathwork, c'est un long chemin qui a commencé, je sais pas, probablement même avant ma naissance, ça on sait jamais. Et puis comme le thème là, aujourd'hui, c'est un peu de parler de méditation, Ouais. heu, pour moi, ça a commencé dans un monastère en Thaïlande où je suis devenu moine, où j'ai découvert la méditation. Et puis qui a ouvert aussi tout un chemin et des intérêts pour, comprendre pourquoi on est en bonne santé, pourquoi on est en mauvaise santé. Qu'est-ce qui fait que des gens meurent? Qu'est-ce que c'est que ce passage vers la mort? Qu'est-ce que c'est que d'être en vie? Comment donner, un maximum d'énergie à la vie, un maximum de présence à la vie? Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Qu'est-ce que c'est d'être malheureux? Pourquoi il y a des gens heureux? Pourquoi il y a des gens malheureux? Comment on peut accompagner des gens à être, plus heureux ou mieux en meilleure santé, ou à traverser des drames pour ensuite se retrouver. Voilà, ça c'est des choses qui me passionnent et qui sont absolument pas ce que je fais tous les jours parce que j'ai des comment je fais des activités ou j'ai des activités commerciales, qui me prennent mon temps, et mon entreprise me prend mon temps, heu, le temps que j'ai à disposition, Mhm. mais j'en trouve toujours pour, soit faire des ateliers, soit accompagner les gens, soit développer des nouveaux projets, parce que ça me passionne. Mhm. Donc, voilà, moi, ce qui m'avait interpellée, c'était tout ce que tu avais raconté par rapport à ton histoire et ce passage dans ta vie où tu as été moine, du coup. Comment on appelle ça? Moine tibétain, non? Moine bouddhiste. Moine bouddhiste, ouais, c'est ça. Mmh. Excuse-moi, parce que tu reviens du Tibet, hein, c'est Et je donc reviens du Népal là voilà, où du Népal j'ai et marché sur le plateau tibétain aussi. j'ai fait un gros amalgame dans Ouais, ouais. ma tête. Mais je viens de parcourir 1 700 kilomètres à travers Voilà, l'Himalaya. voilà, c'est ça. Ça fait un petit mois que je suis maintenant de nouveau sur ce qu'on appelle en Suisse le plancher des vaches. Ouais. Donc, ton histoire perso, comment ça se fait que tu en es arrivé à devenir moine et à exercer, du coup, à découvrir la méditation? En fait, j'étais parti à 26 ans faire le tour du monde et j'avais pris un billet simple aller pour, l'Inde, et en me disant que voilà, ça va commencer en Inde et puis, étape par étape, je finirais bien par, retourner en Suisse, sans aucune, échéance dans le temps. Ouais. Ça pouvait durer 4 mois, mais ça pouvait durer aussi 4 ans, j'étais parti. Et en Inde, j'ai découvert plein d'endroits merveilleux. J'ai parcouru des milliers de kilomètres en Inde, j'ai presque fait le tour, si on peut parler de faire le tour de l'Inde. Ce qui fait qu'ensuite, après l'Inde, je suis allé au Népal. Au Népal, j'ai découvert, des paysages extraordinaires. J'ai donc j'avais passé 4 ou 5 mois en Inde, j'ai encore fait 4 mois au Népal,
Et quand je suis arrivé en Thaïlande, j'avais plus envie de voir rien du tout. J'avais juste envie d'être avec des gens. Et c'est comme ça que j'ai d'abord atterri pendant 2 mois dans une communauté musulmane Mmh. de la Thaïlande. C'est un tout petit pourcentage, mais j'ai fait à travers la connaissance de cet ami que j'ai rencontré là-bas à Bangkok, j'ai fait la connaissance d'autres, Thaïlandais qui, eux, étaient bouddhistes et j'ai fait la découverte du bouddhisme à travers des livres, à travers des revues, parce que je connaissais pas du tout le bouddhisme, quand j'y suis arrivé. Et puis j'ai rencontré un moine qui m'a, présenté le temple à Bangkok où il était devenu moine. J'ai passé 2 semaines merveilleuses à être avec eux. C'était plein de douceur, c'était plein de bien-être, de vie comme ça. Pas tellement de méditation à ce moment-là, c'était ce qu'on appelle les moines de la ville, Ouais, qui vivent les règles un peu différemment et avec un peu plus de largesse sur ce qui est permis et ce qui l'est pas. Et puis j'ai découvert un livre sur la méditation. Puis j'ai découvert aussi un endroit en Thaïlande où on pratiquait la méditation intensément, qu'on appelait les moines de la forêt. d'accord. Et du coup, j'ai demandé à alors, la première chose que j'ai fait au bout des 2 semaines dans ce monastère, j'ai demandé si je pouvais devenir moine. Il m'a dit: «Oui». J'ai dit: «Oh merde». Et je te jure, le premier réflexe, c'était: «Oh non, Oh la porte merde! la porte est ouverte». Ouais. Quand une porte est ouverte, je peux pas refuser d'entrer, mais j'entre des fois à reculons, heu et voilà, c'est un peu ce qui est arrivé. J'étais heureux, mais en même temps, je ne savais pas dans quoi je me lançais. Ça me semblait complètement fou et donc je me suis fait raser les cheveux, j'ai informé ma famille avec une lettre comme quoi j'entrais dans un monastère en Thaïlande. Et ils ont cru que j'étais devenu fou ou que Ouais, j'étais sous le joug d'un gourou ouais, quelconque. d'accord. Je rap alors, c'était il y a 35 ans à peu près. Alors tu vois, on n'en parlait pas de méditation en Oui. Europe et le Mmh. bouddhisme, c'était vraiment c'était vu comme je sais pas, une espèce de religion tropicale, Ouais, tant qu'elle était en Asie, elle est bien et et là-bas, j'ai découvert ensuite qu'il y avait ces moines dans la forêt et c'est là-bas que je suis allé les rejoindre et c'est là que j'ai vraiment découvert ce que c'était de méditer, puisque le 1er soir que j'ai passé avec eux, c'était une soirée, spéciale qu'on appelle Wantra, qui correspond aux 4 phases de la lune et dans les 4 phases, pleines ou à moitié de lune, les moines ne dorment pas et méditent toute la nuit. d'accord. Et donc c'était ma première journée, ma première soirée. Donc je suis passé de zéro méditation à tout d'un coup une nuit non-stop Waouh. et j'étais assis en tailleur sur le banc des des moines, en fait et j'avais mal aux jambes, mais j'avais mal. Moi, je suis jamais resté plus d'1 heure en tailleur, et puis, ils m'ont laissé eux sont partis à un moment donné parce que la communauté qui était là depuis longtemps, moi, j'étais vraiment au début, j'étais le visiteur. Ils sont partis, ça faisait 3 heures que j'étais assis en tailleur, mais que je hurlais dans mes genoux et tout d'un coup, eux sont venus pour passer la nuit à méditer. Puis j'ai vu qu'on pouvait certains se levaient et méditaient en marchant. J'ai dit: «Ouf, sauvé». Ouais, Donc j'ai fait 1 heure assis, 1 heure marchant, 1 heure assis, 1 heure marchant. J'ai vraiment découvert comme ça, la méditation, comment je dirais, brute de coffrage, appris sur le tas. Après je me suis documenté, cherché des bouquins, j'ai réfléchi, on m'a montré ce qu'il fallait faire, mais voilà, ça a été intense comme première expérience. waouh, Je me ouais. suis dit: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Ah ouais, ça devait être incroyable. Ouais. Et parce que justement, un jour, enfin, pendant le stage où on s'est rencontrés, je t'ai entendu dire qu'aujourd'hui, il existait tellement de différents types de méditation, on y viendra après, hein. Mais là, tu viens de décrire aussi que oui, on peut méditer en marchant, comme on peut méditer en position, en tailleur, voilà, hein, comme, la position du Bouddha là, hein, je ne sais pas comment on appelle ça. Heu et oui, il y a finalement plein de manières de méditer. Alors pourquoi est-ce que, tu conseillerais d'intégrer la méditation dans sa vie? Mmh. Une bonne question. Hem, Déjà, il faudrait qu'on s'entende sur ce que c'est que la méditation. On va en Allez, parler vas-y.
Pour toi, c'est quoi la méditation? Euh, alors, c'est quelque chose d'assez mystérieux. À partir du moment qu'on cherche à définir la méditation, on la réduit à quelque chose qu'elle n'est pas seulement. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire la méditation, c'est. Euh, il existe énormément de techniques de méditation. Mais en pratiquant ces techniques de méditation, tout d'un coup se produit la méditation. Et c'est là que l'enseignement que j'ai reçu se décale par rapport à la méditation qui est enseignée en Europe. C'est que on dit que la méditation commence quand il n'y a plus de méditants. Ça veut dire qu'à partir du moment que tu dis je médite, c'est déjà une erreur de vocabulaire parce qu'il ne peut pas y avoir un je qui médite. Il peut y avoir un effet ou un moment de méditation, mais dans ma tradition, il commence quand il n'y a plus de je. C'est-à-dire qu'il y a une dissolution de l'ego qui est en train de faire quelque chose pour être juste un état de présence, un état de conscience, et pas assimilé à une expérience personnelle, D'accord. accepté, qui est assimilé comme une expérience transpersonnelle. Donc c'est déjà intéressant. Et alors, la méditation, c'est un état de conscience, un état de présence qui est développé par des chants, par des sons, par des formes de pensée ou arrêter de penser. Enfin, il y a énormément de chemins qui va conduire à une pratique de la méditation. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un grand supermarché de la méditation où tout le monde dit je médite ou je médite pas. Et ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont commencé à méditer, qui arrêtent, et qui souvent arrêtent au mauvais moment, c'est-à-dire quand ça devient ennuyeux. Donc, pourquoi intégrer la méditation dans sa vie? Moi, j'aurais envie de dire d'abord parce que c'est une hygiène de vie. Mmh. Pour moi, c'est aussi important de méditer que de se brosser les dents. Je ne vais pas méditer 3 fois par jour. Moi, personnellement, dans la vie que je mène, j'arrive pas. Je préfère méditer 24 heures sur 24. Non, mais je commence à comprendre ce que tu veux dire parce que finalement, en fait, il y a des même je suis sûre que des gens qui ne connaissent absolument pas ce que veut dire méditer, en tout cas au sens, occidental peut-être du terme même, parce que moi j'ai pas du tout cette vision orientale. Je suis sûre qu'il y a des gens qui le font sans savoir ce que c'est. Mmh. Qu'ils sont là, ils se posent dans l'instant et que d'un coup, tout s'arrête et ils sont à l'écoute peut-être de ce qui se passe dedans, des sensations du corps ou qu'ils arrêtent de penser, sans faire exprès ou enfin, sans poser en tout cas cette intention-là, quoi. Donc, je reviens sur ce que je disais, je médite pas 3 fois par jour, mais 24 heures sur 24. Ben oui, oui, oui. Et en fait, c'est un petit jeu de mots parce qu'on a tendance de faire de la méditation quelque chose de spécial. Et c'est devenu tellement spécial qu'il faut un endroit spécial pour méditer, Ouais. il faut du temps. Si j'ai pas mon heure, ben, je vais pas méditer. Il faut. En fait, tout ça, c'est pas juste. En fait, ça a rien à voir avec la méditation. Pour moi, et vraiment, je parle que pour moi et comment je l'ai comprise, parce que ça veut dire que j'ai découvert ça il y a 35 ans, mais ça veut aussi dire que je la pratique depuis 35 ans. Hem, c'est un état d'esprit. Mmh. C'est un réglage qui va allumer certains faisceaux. Mais ces faisceaux, ils sont allumés quoi que tu fasses. Ils sont allumés quand tu te brosses les dents, ils sont allumés quand tu vas aux toilettes, ils sont allumés quand tu t'habilles, ils sont allumés quand tu prends le volant. À chaque moment de ta vie, tu peux avoir ce faisceau méditatif, c'est-à-dire cet état de présence, dans chacune des activités de ta vie. Et tu peux pratiquer ce qu'on appelle alors un formel, c'est-à-dire, oui, un endroit que tu réserves et un moment dans la Ouais. journée où tu vas réserver une forme un peu particulière de méditation. Tu vas t'asseoir, il y en a qui vont faire leur petit rituel avec les petits gongs ou des choses comme ça, ou chanter un chant pour, justement passer dans un autre état de conscience. Et effectivement, ça c'est des formes de méditation qui peuvent emmener la méditation très loin, dans un autre état de conscience, parce que ton cerveau, à ce moment-là, entre dans d'autres vibrations. Hein, on parle des ondes alpha, des ondes bêta, des ondes gamma, des ondes theta, enfin toutes ces états, bah, tu peux les vivre consciemment à ce moment-là et développer ces états de conscience, voire des états modifiés de conscience pendant la méditation. D'accord. Donc oui, en fait, finalement, de ce que tu dis, méditer, on peut le faire
aussi 24 heures sur 24, même si, voilà, enfin, j'entends, mais c'est un état de conscience. C'est qu'est-ce qui se passe et être conscient dans peut-être tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Ça serait ça pour toi aussi? Mais moi, si à côté du mot conscient, on met présent, tu vois, c'est conscient présent, Ouais, d'accord. présent conscient. Mmh. C'est un état de présence conscience. Et Mmh. ce qu'on voit aussi, c'est que chacun d'entre nous, ou le monde dans lequel on vit, nous invite pas à être conscient de ce qui se passe. Moi, je me rappelle que j'ai traversé des moments très durs avec ce faisceau de présence et ce faisceau de conscience qui s'allume. Tu vois quasiment tout. Tu vois la misère, tu vois la pauvreté, tu vois la violence, tu vois ce qui est beau, avec la même acuité. Seulement, tu as pas envie de voir le laid avec la même acuité que le beau. Parce qu'en plus, après, il faut vivre avec cette conscience qu'il y a des gens malheureux, cette conscience qu'il y a des gens qui sont maltraités, violentés, des enfants qui sont battus. Hem et heu et c'est plus facile de verrouiller sa conscience pour pas Mmh. voir, pour pas se sentir mal, pour pas se sentir coupable, pour pas se sentir, heu, ouais, pas Même mal. atteint? Ouais. Ouais, quand on voit justement des gens qui souffrent. Et c'est là que pour moi, le bouddhisme, avec la méditation, était intéressante parce que le bouddhisme amène, non pas une réponse à la souffrance, mais amène une, une compréhension de ce que c'est que la souffrance et d'où elle vient. Et ça aide à être empathique sans être sympathique, c'est-à-dire à être empathique sans que ce que tu vis à travers cette réceptivité à l'autre, cette connectivité vienne affecter ton propre être. C'est ce qu'ils appellent voir, mais ne pas voir. C'est-à-dire que tu vois, les choses comme elles sont, avec le moins de filtres possible, mais tu n'en es pas pour autant affecté par toi-même. Mmh. C'est D'accord. dur, c'est dur, mais ça passe par cet apprentissage de dépersonnaliser l'expérience. Et pour ça, la méditation, quand tu la pratiques et que elle t'apprend à ne pas t'identifier à ce que tu vis, mais juste à voir l'expérience, devient une pratique qui est extrêmement utile et c'est en ça que pour moi, c'est une hygiène de vie. Mmh. Et oui, parce que du coup, tu te laisses pas impacter ou, heu, en tout cas, oui, laisser traverser par des choses où toi, tu es pas présent à toi-même ou conscient par rapport à ce qui se passe dans Mmh. ton monde à toi, en gros. Mmh. 3 bienfaits physiques, psychiques et émotionnels, du coup, de la méditation, même si on en a un peu parlé, mais plus textuellement, en fait. Comment tu décrirais ça, toi? Bah, Avec ton expérience? les 1ers effets, je ne veux pas faire une hiérarchie, mais ce qui me vient maintenant à l'esprit, il y a déjà ça augmente ta capacité de concentration. Hem, Ça augmente ta capacité à vivre les choses intensément parce que tu les vis en présence. Moi, je dis quand tu vis quelque chose en présence conscience, tu la vis 2 fois, en fait. Tu la vis parce que c'est une expérience que tu es en train de vivre, mais en plus, elle est vécue à l'intérieur dans tout son sa dimension et donc cette capacité d'être présent et concentré, ben, tu peux le remarquer si tu vas manger avec un copain, hein, quelqu'un et puis tu causes, il regarde son téléphone. Ensuite, il te regarde de nouveau. On parlait de quoi? Ah oui, tu sais, c'est ça qui est agaçant quelque part, hein, c'est ce zapping, de distraction mais réellement la méditation, ça t'aide à être là avec ce qui est Mmh mh. et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent ou qui imaginent que la méditation, tu la fais pour quelque chose, pour te relaxer, pour être mieux, pour ci, pour ça. Non, en fait, tu fais pas la méditation pour quelque chose, si ce n'est pour la pratique elle-même et c'est la conséquence de cette pratique qui va t'amener
des résultats. Mais si tu pratiques la méditation dans le but d'obtenir des résultats, tu fais déjà quelque chose qui est, comment je dirais, un peu contradictoire à l'essence même de la méditation qui, dans l'esprit zen, hein, chez les Japonais, est un esprit sans esprit de gain ni de profit. Donc c'est apprendre à faire quelque chose sans but, méditer. Et comme les gens sont pas l'habitude de faire ça, ben, tu vois, c'est pour ça qu'ils s'ennuient. Parce que au début, quand tu médites, tu commences à t'agiter. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a ton agitation intérieure qui commence à se manifester. Et ou alors, les gens, ils se sentent pas plus calmes, il y en a même qui tout d'un coup sentent de la colère puis tu dis: «Ah mais la méditation, ça devrait me calmer». Non, en fait, quand tu médites, tu es avec ce qui est et c'est d'arriver à ouvrir sa fenêtre sur ce qui est et d'accepter d'être avec ça comme étant une expérience et pas un jeu. C'est-à-dire qu'il y a une dissolution entre, il y a une distinction entre l'objet du vécu et le sujet du vécu. Comme on a tellement l'habitude de s'approprier l'expérience et Ouais. de définir comme l'expérience, Mmh. je pense que par rapport aux personnes aussi que tu coaches, c'est intéressant de se dire: «Non, c'est pas ce que je fais ou c'est pas ce que j'ai fait non plus dans ma vie qui détermine qui je suis aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai vécu dans ma vie qui détermine qui je suis. Ça, c'est juste des faits, des choses, des actions qui sont, produites. Ce qui détermine ce que je suis, c'est un grand mystère que j'approche aussi en acceptant de me voir moi-même avec un détachement de ce jeu qui nous réduit à voilà, je suis ça, quoi. Mais me dire: «Ouais, Parce je suis que, ouais, finalement, on est ce qu'on est quand on est conscient présent. ouais, Ni plus, ni moins, ni passé, ni futur. On est ce qu'on est là maintenant, quoi. oui». Et par exemple, tu prends une émotion. La plupart des gens vont dire, «Ah, je suis énervé, je suis, en colère, je suis triste». OK, c'est des mots qui sont forts. «Je suis triste». Quand tu pratiques la méditation, tu dis: «Ah, je ressens de la tristesse». Oui, Mais cette tristesse définit pas qui je suis. Et et cette pratique de la méditation amène à avoir cette conscience et de séparer, en fait, l'expérience de celui qui en fait l'expérience. mmh. Et c'est des vocabulaires aussi après qui changent. Complètement, parce que, là, vraiment là, tout ce dont on parle, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une philosophie, bouddhiste avec, un vocabulaire qui est vraiment adapté à cette pratique de la méditation, en tout cas ancestrale ou quelque chose qui et pas toutes les déformations occidentales qu'on voit. Parce que même moi, dans l'académie, par exemple, on a un module sur la méditation guidée, justement. Pour, aider les personnes en fait à, déjà les praticiennes, je les accompagne à créer des scripts aussi en fonction, du vocabulaire de la personne, de son histoire, de ses besoins et en fait, j'ai l'impression que finalement la méditation guidée par rapport à tout ce que tu es en train de raconter, c'est peut-être, heu, une invitation, tu sais, à connecter à dedans en fait, tout simplement. Mais oui, on est dans un truc, de projection, de résultats. Il y a ça derrière quand on fait de la méditation guidée. Parce que les gens, ils viennent en consultation. Même je me suis formée plusieurs fois à l'hypnose. J'ai fait des formations différentes et finalement, tu amènes les gens à faire baisser, leur activité au niveau du système nerveux. Donc tu parlais d'ondes cérébrales tout à l'heure et en fait, finalement, sous ce mot, méditation, il y a j'ai l'impression qu'il y a c'est tellement vaste, mais j'entends cette philosophie, bouddhiste aussi là derrière quand toi, en tout cas, tu en parles et je trouve ça très intéressant, en fait, d'en prendre conscience et de voir aussi ce qu'on en fait aujourd'hui, mais de se reconnecter quand même à l'essence même et de ce qu'est la méditation de base, en fait, parce que, c'est quand même une pratique, heu, bouddhiste à la base, hein, c'est ça, hein? C'est Ah, alors, c'est là que les écrits remontent, le plus loin. ouais, Hem,
Maintenant, dans l'ère chrétienne, les premiers pères du désert, dans le 1er siècle, ont pratiqué énormément de la méditation D'accord. et on retrouve, des choses intéressantes. Donc mais c'est vrai que dans les écrits les plus anciens, ben, on va faire un moins 2000. Ils sont quoi? Ils sont au 26e ou 27e siècle, les bouddhistes. Donc c'est vrai qu'on a des enseignements qui sont déjà, documentés de cette époque. Mmh et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai envie de dire, peu importe comment on appelle la méditation, hein, parce qu'il y a ces courants modernes de méditation contemporaine, qui sont quelque part il faut commencer quelque part, Ouais, voilà. Mmh. hein. C'est comme si tu fais du vélo, tu vas acheter quoi comme premier vélo? Hein, tu peux avoir le vélo électrique, le vélo de course, le vélo mountain bike, le city bike avec ou sans électricité. Il faut en prendre un pour ensuite voir comment ça te correspond et après, puisque tu as un petit peu d'expérience, tu vas peut-être, après affiner, chercher autre chose, pratiquer un autre vélo pour Mmh. trouver finalement lequel est le tien. Mais je reviens sur la question aussi, des bienfaits. Toi, tu parlais de 3 bienfaits, c'est juste impossible de parler de 3 bienfaits parce que je Ouais. pense qu'on peut remplir 3 pages à 4 de bienfaits Et oui, je comprends. Je et comprends et et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure en off, c'est que je suis obligée d'avoir un script de questions parce ouais, que sinon je suis sûre qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est obligé. mais que les gens sachent, j'ai si tu la pratiques assez, de manière assez constante, ça ne veut pas forcément dire une fois par jour, une fois par semaine. Est-ce que tu as 5 minutes ou 10 minutes, une fois par semaine? Tu vois déjà ça. Ouais. Déjà, là, elle te confronte à ton emploi du temps et à ce que tu veux pour toi-même. Parce que si, quelque part et tout le monde sait que la méditation, c'est quelque chose de bon pour nous. Mmh. Si je t'offre, je sais pas moi, une pilule Pfizer ou bien 1 heure de méditation, c'est lequel tu vas prendre en 1 comme expérience? Mmh. Heu, la la méditation, c'est comme si intuitivement, on sait que ça nous fait du bien et j'aurais envie de dire que c'est déjà à l'intérieur de nous Ouais. et qu'il faut juste découvrir ce que c'est. Et mais les listes des pour moi, c'est pas la liste des buts à suivre, mais c'est la liste des conséquences de la pratique de la méditation. Elles sont énormes, que ce soit au niveau, du système nerveux, du système, sympathique, parasympathique, le système cérébral neuronal. I c'est énorme ce que ça peut avoir comme influence sur la santé. Ensuite, il y a la santé physique, mais il y a aussi la santé mentale Mmh et ça mh. aide aussi à ce niveau-là. Après, il y a la santé de l'âme quelque part. Je sais pas, moi ça reste un mystère, hein, il faut donner un mot, mais au-delà du physique et au-delà de ma de ce que je suis, j'ai l'impression d'être, si j'inclus qu'il y a aussi un mystère que je ne sais pas, qui fait aussi partie de moi, ça fait du bien. Parce que c'est vrai Ouais. que ça mène parfois à des expériences, qui rentrent plus dans la logique de ce qu'on nous raconte. Il y en a qui méditent pour ça, tu sais, il y en a qui méditent pour, avoir les étoiles plein les yeux, d'avoir un moment d'extase. Je veux dire, c'est assez rare. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. La méditation, c'est vraiment davantage d'arriver juste à être avec ce qui est. Moi, je Voilà. sais que quand j'ai commencé, oui, c'était dans le cadre d'une formation d'1 an et on nous demandait en fait de méditer tous les jours pendant 20 à 30 minutes. Hem Et au début, en fait, si tu veux, on avait comme une marche à suivre, tu vois? Pour, nous aider à se défaire justement du mental petit à petit et cetera. Et au fur et à mesure, oui, ça c'était devenu en tout cas plus facile, comme un entraînement, comme pour tout, j'ai envie de dire dans la vie, en fait. Au plus tu, fais et refais, au plus ça devient simple, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Et je me rappelle que même d'un point de vue spirituel et justement au niveau de l'âme, je ne saurais pas non plus le nommer, mais ça m'avait amené vraiment beaucoup plus de clarté et ce truc d'être présent conscient comme tu disais tout à l'heure et ce truc d'être en présence de ce qui est,
sans juger, sans être en empathie, sympathie, même, empathie, bon ça encore, bon ça passe, mais et me défaire en fait petit à petit, ça m'a beaucoup aidé de ce rôle un peu de sauveur, parce que bon, j'ai toute une histoire aussi qui va avec cette notion-là, heu, de trauma dans l'enfance, puis après je suis devenue infirmière et puis après, cette reconversion dans le bien-être et c'est vrai que, tu sais, tu as toujours, cette envie de tendre la main et même des fois de forcer l'autre à venir avec toi, pour lui dire: «Ah regarde, c'est bien», mais en fait, c'est évidemment, c'est à lui de choisir et c'est l'expérience qui m'a appris tout ça au fur et à mesure et je me rappelle à quel point ça m'a amené de la clarté. Alors oui, un apaisement, moi clairement, un apaisement physique, mental, mais de la clarté et de la prise de distance et c'est un peu ce que tu décrivais au début et évidemment, je le fais plus tous les jours maintenant, c'est clair. Mais c'est fou, il y a un automatisme en fait qui s'est créé, je sais pas pourquoi dans le cerveau, mais que quand j'ai besoin de me poser, moi, mon corps, ma tête, mon esprit, j'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin d'un lieu, voilà. Pour l'instant, moi, Marine, c'est comme ça que ça marche chez moi. Mais ça revient vite, tu sais? C'est comme si, bah, tu connaissais le chemin maintenant, comme Mmh, si, bah, tu avais appris à faire du vélo justement et mmh, que tu reprenais ton vélo et que ça va, c'était je dis pas que je suis en mode je pense à rien, ou l'idée qu'on peut s'en faire parce qu'il y a plein de fausses croyances aussi, on va y venir autour de la méditation et de ce que c'est. Mais juste, je sais que moi, ben, voilà, ça me pose, ça me fait du bien et ça m'apporte, voilà, de la clarté. Enfin, je parle de moi parce que, bah, du coup, j'aime bien amener du concret aussi en termes d'exemple. Ça, c'est encore, mon mental qui vient se raccrocher à aux bénéfices aussi. Mais, mais j'aime bien parler de ça aussi. Pardon. tu as utilisé un mot qui est important, c'est clarté. Et dans la pratique de la méditation, il y en a une qu'on appelle vipassana. Oui. Vipassana, c'est-à-dire c'est avoir une vision claire. Une vision claire sur quoi? Sur les phénomènes du monde. C'est-à-dire, arriver à voir les choses telles qu'elles sont et pas en faire ce qu'elles ne sont pas. Si tu prends une une pensée, c'est une pensée, mais ta pensée peut te mettre dans un état, heu, émotif, peut te mettre Ah dans un mais état émotionnel grave, ouais, extrême, simplement en oui. raison de l'interprétation que tu fais de ta pensée ou du poids que tu donnes à ta pensée. Tu prends une parole, quelqu'un te dit quelque chose, c'est clair que c'est plus sympa de se dire: «Ah ben tiens, je t'adore, tu es jolie, tu es belle, je Ouais, t'aime» ou «Putain, merde, je te kiffe pas et va-t'en» ou peu importe ce que c'est. Mais à la base, c'est que des mots, hein, et c'est de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire un mot, c'est un mot. OK, d'accord. Après, tout ce qu'on construit en plus, c'est plus le mot, c'est encore autre chose. Et moi, j'ai trouvé que dans ce sens, la méditation m'a beaucoup aidé à séquencer les choses et à avoir de la clarté sur ce qui est vrai, ce qui me semble vrai et ce qui est de la construction personnelle sur ce que, c'est-à-dire de partir d'un fait et ce que j'ai moi rajouté au fait. ouais, d'accord et c'est exactement ce que tu disais au tout début aussi, c'est ce truc, comme une douche, l'hygiène de vie, mentale, émotionnelle, elle passe par ce genre de pratique. Il y en a qui peuvent la trouver ailleurs, comme dans le sport ou la pratique, je sais pas moi, du yoga ou n'importe quoi, enfin comme plein d'autres pratiques, je suppose. Mais c'est vraiment une hygiène de vie de se dire que finalement, sans réagir, aux stimuli, aux expériences et en les prenant, comme tu dis, telles qu'elles sont, d'un point de vue hygiène et santé, mentale, physique, ça va nous économiser tellement Mmh, de prendre de la distance avec ça. Je dis pas que c'est facile et que je le fais, tous les jours. Non, c'est faux. Je le fais pas tous les jours. Mais, mmh, c'est vrai que quand tu es dans cet état-là, en tout cas, tu t'économises beaucoup, mmh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais. Et ça fait du bien et ça fait partie de l'hygiène de vie, ouais, c'est clair. Non, non, il faut voir si on aime le calme, tu vois? Parce que comme tu dis, c'est un moment de calme, on se sent mieux, mais il y a des gens qui aiment pas être calmes. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant après de voir pourquoi des gens privilégient des émotions fortes, comme la colère, à des émotions, plus calmes.
C'est ça. Et est-ce que tout ça, c'est pas aussi une manière de se sentir, vivant et qui appartient aussi à chacun d'entre nous Ouais, et qui se raconte-t-on en fait, par rapport à notre histoire, nos traumas, nos drames, nos expériences? On se raconte tout ce que tu viens de dire, tout ce qu'on va tisser après avec, le fait, il est là. On pourrait ne pas le juger, on pourrait ne pas en faire, tout un tissage autour et puis après oui, il y a c'est je sais pas si c'est le propre de l'humain de faire ça, mais en tout cas dans cette époque, ça se mmh. fait beaucoup, voilà. C'est intéressant ce que tu viens de dire par rapport au sentiment de se sentir vivant. Je suis beaucoup dessus ces derniers jours. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se sent vivant? Hem et pour ma propre expérience, je suis passé par des besoins de prendre des risques, voire des risques sur la vie pour me sentir vivant, Mmh. des sports à risque, de rouler à risque, enfin d'avoir des comportements, entre guillemets «sains» à risque, mais il y a aussi des comportements malsains à risque et tout ça pour ce sentiment, de vivance, Mmh se mh. sentir bien et aujourd'hui, ce que je me rends compte, j'ai encore plus le sentiment de cette vivance, ce sentiment d'être vivant, mais parce que j'ai développé ma capacité d'émerveillement. C'est-à-dire que je suis comme un gamin qui voit l'été pour la première fois, l'automne pour la première fois, les gens pour la première fois. C'est une espèce de juste découverte permanente de comment les choses, elles sont dans l'instant. Ouais, Sans me rappeler que j'ai déjà vu ça ou que je connais déjà cette personne. Non, je regarde des choses à chaque instant. Dans l'instant, il y a une espèce d'émerveillement qui se crée, il y a une espèce de d'onde à l'intérieur aussi qui fait que je me suis jamais senti aussi vivant et encore plus depuis que je suis rentré du Népal après à travers ces 1 700 kilomètres de 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 marche, incroyable dans l'Himalaya. waouh. Mais tu sais que même avant que tu partes, ça se sentait ce que tu viens de dire. Heu, On le sentait cet émerveillement. mmh, Heu, c'est un peu ta vibration. On sent que tu es là et que tu apprécies ce qui est là, là, tout de suite, maintenant, sous tes enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu la première fois que je t'ai vue et quand tu as animé, la séance de breathwork, avec les filles. Donc ouais, merci pour ça parce que ça fait du bien aussi, En fait, tu sais, tu es comme un genre de personne, sans te mettre dans une case ou définir quoi que ce soit, mais quand en fait on est en contact avec cet émerveillement, tu te dis: «Waouh, c'est possible» et en mmh, fait, tu l'invites dans le monde de l'autre, sans le vouloir, en tout cas consciemment ou le poser avec une intention, non, mais c'est comme cette expression qui dit, quand tu allumes la lumière, tu invites les autres à en faire autant ou un truc comme ça là et c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi quand je t'ai vu, et rencontré la première fois. Hem, OK. Du coup, bah, j'avais une question, hein, tu médites pas tous les jours, donc c'était ma question. bah, Mais oui est-ce que oui et non, hein. C'est-à-dire que je médite tous les jours, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que j'ai allumé mon oui, faisceau de voilà, méditation, ouais. mais je pratique formellement la méditation, c'est-à-dire assis, et d'une manière un petit peu plus poussée, on va dire, parce que tu apprends aussi à arrêter de penser, par exemple. Ça devient un mécanisme, comme m'apprendre à parler, c'est apprendre à faire le vide dans les pensées. C'est assez agréable, c'est une espèce de vacances, cérébrale, une vacances de pensée qui est belle. Donc j'aime bien méditer de temps en temps, donc ça veut dire, je sais pas, des fois c'est quelques fois dans la semaine, des fois c'est pas du tout et c'est sera quelques fois dans le mois. Mmh. Mais surtout, je me je me culpabilise plus de pas le Ouais, faire. ouais, ouais. Souvent, c'est ça aussi, les gens, ils se disent: «Bon, bah, OK, je m'engage», puis après je le fais pas, puis après je me sens mal, puis alors donc je me dis: «Ouais, ouais, je supprime la méditation de ma vie, comme ça je me sens moins coupable de pas le faire». Ouais et en fait, la vie, c'est la vie, des hauts, des bas, c'est même pas des hauts, des bas, c'est un tumulte permanent de mouvements. Et il y a des moments où on a plus, envie de faire des choses, que d'autres et c'est clair que ça, c'est un truc à accepter et pas le voir toujours comme une notion d'engagement, de performance.
chose qui est beaucoup, beaucoup, commun en Occident, je trouve, aujourd'hui. Mais je voulais juste te poser la question par rapport à cette notion d'émerveillement. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans la philosophie ou la religion? Est-ce qu'on appelle ça religion d'ailleurs? Parce que pour moi, ça n'en est pas vraiment une, mais bouddhiste? Alors, si on parle de religion bouddhiste, D'accord. de nouveau, le sens premier, religion, c'est relier. C'est relier, mettre un sens entre nous, là, vivant sur la terre et le mystère, de nos origines. Hem, mais la notion d'émerveillement, elle n'est pas vraiment enseignée sous la forme: «OK les gars, on va tous, devenir des épris d'émerveillement». Non, oui, je me Pour moi, doute. c'est parce que c'est plutôt une conséquence d'un 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 détachement aussi. Heu, c'est la conséquence de la pratique, de la méditation. C'est la conséquence d'une meilleure compréhension de ce que c'est l'ego et les trucs de l'ego. Heu et puis c'est une envie intense de vivre, c'est-à-dire d'être là, maintenant, là, pas Mmh. dans ma pensée d'il y a 1 heure, pas dans ce que je viens de faire, pas dans ce que je vais faire plus tard, mais d'être juste là, maintenant. Waouh! Sinon, c'est le seul moment que tu vis, c'est maintenant. Tout le reste, c'est pas encore ou c'est déjà passé. Et quand ça revient avec un peu plus de fréquence, heu et cette conscience présence, moi j'ai envie de dire, elle commence par un inspire. Tout d'un coup, un inspire conscient. Ah, j'ai senti mon air, tu sais? C'est un moment de conscience ça, de présence, de totale présence à l'instant. Et être présent à l'instant, c'est offrir sa présence à l'instant. Mmh. C'est un don de toi à l'instant aussi. C'est pas juste voir ce qui se passe, c'est vraiment: «Ah, j'offre à l'instant», comme j'offrirais des roses à une, une princesse ou à quelqu'un que j'aime, ou, tu ton cœur à quelqu'un. Il y a quelque part cette relation d'intimité avec l'instant, sans chercher à vouloir que l'instant soit d'une certaine manière plus qu'une autre. Parce qu'il est comme il est, voilà. Et puis j'y ai participé aussi, parce que je me trouve là à le vivre, je vis pas l'instant d'un quelqu'un d'autre. Ouais. Et là, petit à petit, il y a vraiment en déposant nos vieilles peaux, en déposant notre trauma, en déposant nos croyances, heu, cet émerveillement, il se fait et c'est comme si c'était, j'ai l'impression, une qualité, qui est pas une qualité à développer, mais une qualité à retrouver. Parce qu'elle est naturellement à l'intérieur de nous, comme le calme, comme l'amour, comme la joie et que tout ce qui n'est pas ça, ben, quelque part, ça, c'est des filtres qu'on a ajoutés, C'est ça. mmh. Est-ce que, si tu es d'accord pour parler, de toi pour terminer, est-ce qu'il y a, peut-être encore 2 ou 3 pratiques, heu, au-delà de la méditation, qui ont, bouleversé ta vie, qui ont contribué justement à ce que tu te sentes encore mieux dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps? Le breathwork, j'imagine? Ah oui, alors le breathwork, ça m'a bluffé, quoi. Je trouve que le breathwork comme méthode naturelle d'aller voir un peu dans notre propre histoire ce qui sont aujourd'hui encore nos obstacles, par des loyautés qui nous servent plus, par des traumas qu'on a reçus, par des héritages transculturels, transgénérationnels, comme libération et gain de liberté, j'ai trouvé le breathwork vraiment Mmh. impressionnant. Mmh mh. Hem, mais il y a d'autres choses. Hem, moi, ce qui fait partie de ma vie, par exemple, il y a l'ecstatic dance, danser. J'ai découvert ça il y a près de 10 ans à Bali, ce qu'ils appelaient l'ecstatic dance. C'est vraiment tu danses, tu lâches et et dans un contexte qui a un cadre très spécifique, des musiques spécifiques et où les gens ne te regardent pas. S'ils te regardent, c'est juste pour voir comme tu es beau, comme tu te lâches, comme tu es bien. Il y a un apprentissage réciproque à juste être soi-même dans ces moments de danse. Ça m'a servi énormément. L'ecstatic dance, marcher.
ce que j'ai appris encore, à travers la montagne, c'est-à-dire juste de faire un pas et un pas et un pas. Finalement, c'est vrai pour n'importe quoi dans la vie. Tant que tu fais un pas dans la direction où tu veux aller, un jour tu y seras. Si tu t'arrêtes de marcher, tout va s'arrêter. Mmh, c'est vrai. C'est des pratiques simples, il y a rien besoin d'apprendre des choses vraiment très très compliquées. Après oui, bah, il y a d'autres techniques, il y a d'autres choses que j'ai apprises, il y a j'ai fait énormément de formations dans plein de domaines, mais au final puis c'est s'intéresser à soi, heu, pour être son meilleur compagnon. À partir de là, tout change. C'est sûr. Ouais. Merci en tout cas. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, tous ceux qui nous écouteront? Écoute, oui, d'abord, je te remercie Ben, pour merci ce à moment toi. de partage. Surtout à un moment où moi j'avais plutôt l'impression que la méditation, elle est en train de passer un peu dans le côté vintage des choses. Hein, elle a été très, très, adulée, on va dire ces derniers 5 10 ans, mais on se rend compte que ça demande un effort quand même, et puis que c'est du long terme. Donc petit à petit, méditer ou pratiquer la méditation, ça devient un peu vintage, j'ai l'impression. Et donc moi j'encourage, la plus tout le monde, au moins faire un peu l'expérience. Dans ce sens aussi, j'ai développé des cours, mais pas je fais plus de présentiel, je fais du online. C'est-à-dire Mmh. que maintenant je suis en train de construire un programme online, sous forme d'une application et j'ai assez envie de commencer ça avec des gens qui ont envie de faire partie de la construction de ce programme. Donc s'il y a rien de fini, j'ai une cinquantaine de vidéos qui sont faites, mais il faut que je construise tout ça, puis je regarde ce qui est pertinent, ce qui l'est pas. Puis ça, j'ai envie de le faire avec un une dizaine de personnes qui feraient ce travail avec moi. Donc et puis c'est de trouver son chemin, c'est de trouver, ce qui est vrai pour soi et puis quelque part, j'encourage à préférer le bonheur à toute autre émotion. J'aime bien cet encouragement. C'est simple et efficace. Ben, merci beaucoup Marc. On te retrouve où alors sur les réseaux? J'ai un Facebook Marc Niehaus, j'ai un Instagram qui s'appelle Les Bâtisseurs de l'Aube, parce que j'ai créé une espèce de mouvement, une école qui s'appelle Les Bâtisseurs de l'Aube, partant du principe que chacun d'entre nous, on est capable de se renouveler et d'être une aube pour soi-même. C'était un nouveau soleil pour soi-même. Mmh. Tous les jours, le ciel est différent et tous les jours, nous sommes un ciel différent. Hem Et puis autrement de nous donner des emails où on peut rester en contact à travers nos activités. Peut-être ça peut passer par toi ou de Ouais, nous revoir dans quelque temps et refaire un point sur la question, heu, ouais. de la développer Ah vers d'autres. mais, je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer du coup. Il y a plein de choses à développer, je pense que là, on a ouvert une porte Marc, attention. Ouais, Bon, je te remercie en tout cas. Je te souhaite une belle journée et puis voilà, tout le monde sait où te retrouver maintenant et vous aurez tout aussi dans le descriptif de l'épisode ci-dessous. OK, À bientôt. Marine.